Bien, bonjour à toutes et à tous bienvenue à Monsieur Feger. Je le remercie d'avoir accepté mon invitation à donner une présentation sur l'écosystème des données de santé en Suisse dans le contexte européen. Quelles perspectives pour l'avenir, quelles opportunités pour la science et la santé publique. Monsieur Feger, vous êtes chargé de projet au FORAS, qui est le Forum de politique étrangère depuis 2020. Vous êtes responsable de divers projets de recherche participative sur les thématiques qui sont liées à la santé publique et à la santé globale. Et puis, vous avez notamment dirigé le projet Health Data Governance, What's in it for Switzerland en 2020. C'est la raison pour laquelle j'ai pris contact avec vous, qui est donc d'explorer la question de la gouvernance des données de santé et du positionnement de la Suisse sur le plan international à cet égard. Et c'est vrai que dans plusieurs de nos projets ici à l'interne, on s'est posé cette question de la gouvernance. Et donc, en lisant votre rapport, j'ai trouvé très intéressant de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Avant de rejoindre Fora, M. Feger, vous avez travaillé dans différents domaines, dans celui des organisations internationales, l'OMC, la diplomatie suisse, mission suisse auprès de l'Union européenne, et du secteur privé chez Novartis. Et vous avez notamment étudié les relations internationales et les études européennes aux universités de Genève et de Leiden. Donc, on se réjouit de vous entendre. Et la parole est à vous. Merci beaucoup pour l'introduction et merci aussi pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous, à toutes en fait. Dans la salle et aussi en ligne, je suis très heureux de pouvoir vous reparler un peu de notre projet. Voilà. De notre projet que nous avions mené, notre projet de recherche qualitatif autour de la gouvernance des données de santé en 2020. Voilà, pour compléter par rapport à mon activité au Forage, donc nous menons ces projets de recherche qualitatifs toujours avec un angle participatif. Nous essayons de faire participer un maximum d'experts, expertes et aussi les citoyens dans nos projets de recherche sous forme d'ateliers, que nous menons sous forme d'ateliers pour récolter des données et des idées de ces personnes autour de thématiques, donc comme la gouvernance des données de santé en 2020. Depuis, nous avons aussi mené des projets de recherche sur les facteurs à risque et les maladies non transmissibles et comment les prévenir à l'avenir, et aussi le concept de One Health, donc plutôt en lien avec la santé des écosystèmes et aussi la santé animale, et comment approcher ça de manière un peu plus holistique quand on a aussi on prend des mesures de santé publique pour prévenir les pandémies ou d'autres phénomènes comme les maladies antimicrobiennes. Voilà, pour l'explication un peu sur nos activités au Forhouse. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'abord vous parler un peu encore du Forhouse, de qu'est-ce que nous faisons, parce que je ne sais pas qui connaît le Forhouse dans la salle. Voilà, une personne. Donc, je pense je vais rapidement vous expliquer ce que nous faisons. Ensuite, première partie de présentation, parler vraiment de l'étude que nous avons menée, de l'approche, de la méthodologie, mais aussi des résultats, donc les défis que nous avons identifiés par rapport à la gouvernance des données de santé et aussi les recommandations que nous avons faites. Et ensuite, je voulais me concentrer sur un aspect, et c'est un peu le lien européen, parce que nous avons justement recommandé que la Suisse intègre l'écosystème des données de santé au niveau européen. Et depuis mai dernier, il y a eu beaucoup d'activités à ce niveau-là à Bruxelles et enfin, au niveau de l'Union européenne de manière générale. Et c'est vraiment pertinent aussi pour la Suisse de regarder ce qui se passe à Bruxelles et de rester au plus près aussi en termes de politique à mener pour les années à venir. Voilà. À propos du Forhouse, donc nous sommes un think tank de politique étrangère, un think tank participatif qui cherche qui aide en quelque sorte les décideurs et les décideuses politiques et le grand public à se forger une opinion et à prendre des décisions qui sont basées sur des recommandations scientifiquement fondées et constructives. Nous le faisons en organisation, comme j'ai déjà pu l'expliquer, des ateliers au format innovant. Nous publions des recommandations d'action pour les parlementaires, les parlementaires suisses, mais aussi pour le département des affaires étrangères. Et au-delà aussi, suivant les projets, on va aussi faire des recommandations plus larges sur la gouvernance multilatérale à Genève auprès des organisations internationales et d'autres organes aussi en dehors de la Suisse. Nous sommes spécialisés dans 12 domaines thématiques, et dont l'un des domaines, c'est la santé publique, justement. Et, voilà, vous voyez, c'est une plateforme jeune où l'idée, c'est de créer un pont entre les jeunes et les citoyens au sens large et les décideurs et décideuses politiques en matière de politique étrangère. En quelque sorte, l'idée, c'est de démocratiser les processus de décision de politique étrangère, parce que souvent,
ce sont quand même des processus qui manquent de transparence. Les citoyens ne sont pas forcément connectés, les experts et expertes non plus, reliés aux décisions qui sont prises. Donc l'idée, c'est de créer une sorte de pont, et c'est ce qu'on fait à travers nos projets aussi. Voilà. Donc pour l'étude Health Data Governance, What's in it for Switzerland, c'est quel était le point de départ de cette étude? Donc, c'était un projet de recherche mené sur un an en 2020, déjà avant la pandémie liée à la Covid-19. Et le contexte, en fait, on l'a encore vu ensuite avec la pandémie. Le contexte était qu'il y a un réel besoin en Suisse de parler de gouvernance des données de santé et aussi d'aller de l'avant en termes de littératie chez les praticiens, chez les citoyens, au niveau du politique aussi, et de vraiment aller de l'avant pour pouvoir exploiter ces potentiels qu'on a au niveau des données de santé. Actuellement, malheureusement, on n'a pas tant avancé en 2 ans, mais à l'époque déjà, il y avait ce constat déjà avant la pandémie, et la pandémie est venue en quelque sorte souligner le besoin qu'il y avait en Suisse pour aller de l'avant dans la digitalisation du système de santé, parce qu'il y a un réel potentiel. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons tout d'abord mené des discussions en petits groupes avec des experts et expertes du domaine de la santé, toute institution qui travaille en fait avec les données de santé en Suisse, donc que ce soit les représentants des médecins, les hôpitaux, les assurances maladie, les organisations de patients, les chercheurs, etc. Également la Poste et Swisscom qui sont plutôt responsables pour l'infrastructure, le transport des données de santé, notamment en ce qui concerne le dossier électronique des patients. Et nous avons voulu discuter avec eux des défis liés à l'utilisation des données de santé en Suisse, mais aussi des opportunités qu'ils voyaient pour la suite. Et un deuxième angle de recherche était de se poser la question du rôle que la Suisse elle pouvait jouer en termes de gouvernance mondiale, avec Genève comme capitale mondiale de la santé, et comment est-ce que la Suisse pourrait se positionner à ce niveau-là. Ensuite, nous avons mené, là, il y a juste l'emblème de notre méthode participative qui s'appelle Policy Kitchen. C'est une plateforme en ligne sur laquelle que nous utilisons dans nos ateliers participatifs pour récolter les idées des personnes qui participent à nos ateliers. Et ici, nous avons plutôt mené un dialogue sur l'utilisation des données personnelles de santé dans un avenir très lointain. On s'est positionné en 2050. On a demandé aux gens de formuler leur vision pour l'utilisation des données de santé personnelles, donc celles qui sont générées par les wearables, les montres intelligentes, les applications de santé, etc. Et comment est-ce qu'on voudrait peut-être utiliser ces données de santé à l'avenir aussi dans le système de santé de manière plus globale. Et tout ça donc pour ensuite mener une analyse et avoir notre étude qui était prête pour la fin de l'année 2020. Ça, c'était un projet de 1 an donc. Et donc voilà, juste par rapport au processus et à la méthodologie utilisée. Voilà. Je pense que c'est important de poser un peu les bases de qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on définit les données de santé. Et nous sommes basés sur je vais essayer sur la définition de l'OCDE, comme quoi les données de santé sont toutes les informations qui décrivent l'état de santé d'une personne identifiée ou identifiable, y compris toutes les autres données personnelles connexes. Donc, nous avons pris une définition assez large de ce que nous entendions par données de santé. Plus concrètement, ici, voilà, traditionnellement, on parle de données médicales, les tests de laboratoire, images de diagnostic, les dossiers médicaux, les données des registres de santé publique aussi, comme les registres de cancer, par exemple, en Suisse, et aussi les données générées dans la recherche clinique ou biomédicale. Et ces dernières années, on a aussi, grâce aux progrès scientifiques et technologiques, les données génomiques qui prennent un rôle de plus en plus important aussi dans la recherche, qui sont comprises dans cette définition. Et finalement aussi, on voit que de plus en plus, les données de santé ne sont plus seulement générées et analysées au niveau du système de santé ou des prestataires de services de santé, mais aussi dans un cadre non clinique, par les entreprises privées ou directement par les particuliers qui utilisent des services comme les applications de santé, etc. Et c'est là aussi que c'est très important de réfléchir sur la gouvernance parce que
pour le moment, il y a un peu, voilà, il y a toutes ces données qui peuvent être relativement sensibles, qui sont aussi récoltées par des acteurs privés et il y a un réel besoin que les pouvoirs publics voilà, réglementent, régulent l'utilisation et la récolte de ces données aussi. Donc voilà, pour la définition des données de santé, ce que nous entendions par là. Si maintenant, voilà, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une sorte de mapping, une cartographie des acteurs qui utilisent les données de santé en Suisse. Et voici voilà, notre vision de l'écosystème des données de santé en Suisse. Donc, bien sûr, c'est subjectif, c'était notre manière d'interpréter et d'analyser l'utilisation des données de santé par différents acteurs et milieux. Mais nous avons identifié quatre domaines, quatre domaines principaux dans lesquels les données de santé sont utilisées. Donc, tout d'abord, celui des politiques de santé publique, qui comprennent toutes les décisions et les plans et les mesures qui sont prises par les gouvernements, les autorités publiques et les organisations internationales pour améliorer par l'infrastructure des soins de santé, mais aussi mener des réformes de santé, des campagnes de prévention et fournir voilà, les infrastructures de soins de santé de manière générale. Donc ici, nous avons placé, voilà, en Suisse, au niveau fédéral, ce serait l'OFSP, il y a aussi les autorités cantonales et diverses organisations internationales à Genève et aussi en Dorne. Mais voilà, nous, on s'est concentré sur la Suisse, donc à Genève, qui utilisent les données de santé pour mener à bien les politiques de santé publique. Ensuite, deuxième, voilà. Et peut-être un exemple, donc on l'a vu durant le Covid-19, comment est-ce que ces données de santé peuvent être utilisées donc pour lutter contre les maladies transmissibles, pour avoir enfin, prendre des décisions de santé publique en connaissance de cause, et aussi par exemple par rapport aux maladies chroniques qu'on a pour le traitement des cancers ou avoir une vue d'ensemble des maladies de cancer au niveau suisse pour la prévention et la détection. Ici, on a aussi mis en place, par exemple, des registres de cancer à partir de 2020 au niveau fédéral. Et, et c'est un exemple d'utilisation de données de santé qui peut être utilisé par les pouvoirs, enfin, les pouvoirs politiques, on va dire. Un deuxième axe, un deuxième domaine, c'est le domaine des services de santé. Donc ça, c'est plutôt le traitement, toutes les données qui sont récoltées dans le cadre de traitement des patients, des diagnostics qui sont faits. Et il y a un énorme potentiel à ce niveau-là pour améliorer les traitements, améliorer la prise en charge des patients, aussi au niveau de l'information du patient, du rôle que le patient peut jouer dans le système de santé, d'avoir un rôle beaucoup plus actif aussi, d'être au clair sur son historique, son historique médical et aussi ici il y a tout ce qu'on appelle la médecine personnalisée, hein, de pouvoir être beaucoup plus ciblé dans l'action médicale et à terme peut-être aussi de pouvoir intégrer des données qui sont générées dans le cadre privé pour le traitement des patients et des patientes. Bon, ici, les acteurs que nous avons cartographiés, c'était les hôpitaux, les services de soins à domicile, les Spitex, comme on dit en allemand, les maisons de retraite, voilà, et tout ce qui est les professionnels de santé aussi. Mais aussi, voilà, les entreprises technologiques, peut-être aussi des nutritionnistes, psychothérapeutes, etc. Donc, ça peut aller vraiment loin, mais on voit l'ampleur, en fait, de, de la tâche, peut-être aussi d'essayer de gouverner ou de réglementer tout cet écosystème d'acteurs qui utilisent ou qui travaillent avec les données de santé. Finalement, aussi le domaine de la recherche, bien sûr, pour la découverte de nouvelles thérapies, l'amélioration des thérapies existantes. Ici, il y a un gros potentiel aussi en ce qui concerne le real world data, donc les données qui sont justement en dehors des essais cliniques qui sont menés soit dans le cadre du secteur, par le secteur privé, ou aussi dans le cadre de la recherche académique. Il y a un réel potentiel parce que non seulement, voilà, il y a toutes ces données qui sont disponibles, enfin, qui seraient disponibles si on avait une gouvernance qui était claire, mais aussi avec les technologies numériques qui émergent, on a de plus en plus de capacité à analyser des grands sets de données
à aller beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on faisait ou ce qu'on fait encore actuellement. Et donc ici, nous voyons aussi énormément de potentiel. Et finalement, on a identifié le secteur privé et l'usage commercial. Donc ici, plutôt par rapport à des services commerciaux, des produits liés à la gestion personnelle de sa santé par les individus. Et là encore, l'utilisation des données de santé prend une place toujours plus importante. Des acteurs comme IBM, Google, et Apple, etc., commencent à de plus en plus investir le marché des soins de santé personnalisés dans un cadre privé. Et ici aussi, il semble important de le comprendre, ou en tout cas de l'intégrer dans un cadre de gouvernance des données de santé. Donc, ceci on va dire les opportunités, en tout cas l'écosystème des données de santé en Suisse. Et enfin, c'était une analyse globale, hein, donc ça s'applique aussi à d'autres États, mais on l'a exemplifié en mettant en avant certains acteurs en Suisse. Ensuite, nous avons identifié 5 dimensions de gouvernance au niveau politique, sociétal, éthico-juridique, financier et technique. Et, dans ces 5 domaines, nous avons identifié des besoins déjà des défis, donc je vais parler maintenant des défis, mais aussi ensuite des besoins de réformes et de mesures politiques à prendre. Voilà, donc ça c'est un extrait de l'étude. Enfin, il n'y a pas besoin de lire tout en détail, mais l'idée c'était que oui, il y a un énorme potentiel, mais aussi des défis, surtout que les données de santé sont des données très sensibles, contrairement encore à d'autres types de données, donc il faut vraiment faire attention. C'est pas à prendre à la légère, et les défis que nous avions identifiés au niveau politique. Donc nous, c'était toujours l'axe de politique étrangère, donc un peu l'aspect transnational de la question aussi. Et ici, par rapport à la politique étrangère de la Suisse en matière de santé, nous avons perçu un manque de coopération et de coordination dans un paysage d'acteurs relativement fragmenté en Suisse. Donc, parce que nous sommes dans un État fédéral aussi, nous avons voilà, une multitude d'acteurs qui ont historiquement leur manière de faire aussi, de gérer, de collecter des données, de gérer les données de santé, et aussi leurs propres intérêts, et aussi comme nous sommes dans une démocratie semi-directe, forcément, ces acteurs ont un poids politique et sont impliqués dans les discussions de politique en matière de santé. Donc, ça ne facilite pas, on va dire, la tâche si on compare à d'autres pays où peut-être ceci pourrait être plus facile. Voilà, donc niveau politique, il y a voilà, ce défi. Au niveau sociétal, et ça c'était quand même aussi pour nous un point assez important, c'était un manque de compétences numériques en matière de santé. On pourrait même dire de compétences numériques en général, hein, de health, de data literacy, mais ici on s'est concentré sur la santé, et aussi une méconnaissance de la valeur ajoutée potentielle des données de santé pour la santé publique. Nous voyons un réel besoin de faire un effort là-dessus aussi, de mener peut-être des campagnes de sensibilisation, d'inclure beaucoup plus les citoyens et citoyennes et les patients et patientes dans ces discussions, et aussi voilà, de leur donner un rôle peut-être plus actif par rapport à la gestion de leurs données de santé. Et malheureusement, une diminution de la confiance dans l'utilisation des données de santé et des nouvelles technologies, d'une part parce que c'est complexe, et il y a aussi un manque de transparence et peut-être une certaine lassitude face à voilà, on l'a tous, on le fait tous, je pense, quand on est sur Internet et que maintenant on a ces réglementations par rapport aux cookies, par exemple, la manière dont sont traitées nos données quand on navigue. Au début, on fait attention, à la longue, on commence à être un peu submergé, et on se dit que de toute façon, enfin, c'est vraiment général dans ce que je dis, mais il y a peut-être une certaine lassitude aussi face à la question des gestions de données et de la sphère privée sur Internet et dans le cadre de l'utilisation de technologies numériques. Et donc ici, un réel effort aussi à faire sur la question de la confiance dans l'utilisation des données et surtout des données de santé. Au niveau juridique, les lois de protection des données en Suisse sont relativement... Voilà, on a une réforme de la loi sur la protection des données, mais de manière générale, il y a quand même un risque que les lois ne suivent pas en fait les technologies. Les technologies vont tellement vite, on va tellement vite dans la manière dont on arrive maintenant à traiter les données, ou peut-être aussi à désanonymiser les données qui sont anonymisées. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de choses qui se passent, et une sensation générale aussi dans le paysage d'acteurs que la réglementation en termes de protection des données ne suit pas
au jour le jour les développements technologiques. Et bien sûr, des risques qui pourraient, des risques d'abus qui sont évidents pour les données de santé. Suffit que l'employeur connaisse, voilà, s'il arrivait que votre employeur connaisse des détails sur vos données de santé, votre état de santé, ça pourrait carrément influencer votre relation avec votre employeur, par exemple. C'est un exemple. Il y a plein de cas de figure où il peut y avoir des abus clairs. Donc, c'est très important d'avoir une protection des données et aussi une sécurité des données qui soit solide. C'est pour ça aussi que nous avons mis défini cet aspect de gouvernance technique pour une infrastructure des données unifiées et des normes aussi unifiées pour l'échange au niveau des données au niveau national et international. Certes, il y a des standards, mais on voit qu'en Suisse, jusqu'à récemment, maintenant, grâce au Swiss Personalized Health Network, qui est un réseau qui tend à uniformiser les données de santé en Suisse. Donc, qu'ils ont commencé par les hôpitaux universitaires, alors certains hôpitaux universitaires en Suisse. Mais il y a quelques années, on n'était même pas là. Les hôpitaux universitaires n'arrivaient pas à échanger forcément leurs données de santé. La manière dont on enregistrait les données n'était pas la même et on n'arrivait pas à utiliser ces données de manière agrégée pour la recherche. Et on voit qu'ici, il y a encore des efforts à faire, surtout après quand on va parler du cadre européen. C'est encore un peu plus complexe. Mais aussi, non seulement données de santé n'est pas égale à données de santé, il y a une qualité variable de données. Il faut aussi qu'elles soient actualisées et bien rentrées en fait par les différents acteurs qui vont enregistrer ces données à la source même. Voilà. Par rapport voilà, donc la sécurité des données de santé aussi très important. Et ici, je pense que mesvaccins.ch, l'expérience a aussi montré que en Suisse, il y a encore un effort à faire là-dessus aussi, ou en tout cas, peut-être les prestataires ou les mandataires à qui on donne enfin les prestataires à qui on donne les mandats de gestion des données de santé. Et au niveau du financement, très important aussi, parce que c'est bien beau de parler de tout ça, mais derrière, il faut quand même que quelqu'un puisse assumer les coûts qui sont liés à ça. C'est des efforts en plus à faire. Hein. Si on demande à un médecin traitant qui est actif depuis 40 ans, d'un coup de changer complètement sa pratique. Il y a une formation à faire, il y a une remise à niveau. Il y a aussi, voilà, il y a réellement un besoin d'investir aussi au niveau de l'infrastructure dans les institutions de santé pour faire en sorte que ce soit pas chaque prestataire doit couvrir, en guillemets, sa numérisation ou sa digitalisation et qu'ensuite on ait un niveau variable peut-être de qualité d'enregistrement des données ou de gestion des données parce que les ressources ne sont pas là ou sont peut-être pas distribuées de la même manière. Voilà, donc, et le risque, si on ne fait pas tout ça, c'est aussi de dégrader la capacité de recherche et d'innovation en Suisse, de ne plus avoir ces conditions cadres très bonnes que nous avons en Suisse hein, pour la recherche aussi au niveau médical. Ça aussi, je pourrais revenir dessus quand on va parler du cadre européen, parce qu'il y a aussi un réel risque de rater le train, en guillemets. Donc voilà, pour en venir aux recommandations faites. Donc là, voilà, j'ai mis un peu vraiment les recommandations générales dans l'étude qui se trouve aussi en ligne sur Internet. Vous trouverez vraiment ces recommandations sont détaillées et argumentées. Pour l'aspect de gouvernance politique, nous avons recommandé un dialogue multipartite pour une politique extérieure inclusive en matière de santé. Vraiment, ce que nous avons un peu pu faire dans le cadre de notre projet, mais de le faire de manière plus concise, on va dire, plus approfondie et menée directement par la Confédération. De réellement inclure tous les acteurs autour de la table dans la définition de la numérisation du système de santé en Suisse. Et là, le deuxième point qui sera très important pour la deuxième partie, l'intégration de l'école, enfin, le fait que la Suisse intègre l'écosystème des données de santé européen. Donc ici, cet écosystème est en train d'être créé par les co-législateurs européens et il y a un réel manque à ne pas en faire partie pour la Suisse dans les divers domaines que j'ai mentionnés déjà, que ce soit pour les patients, pour la recherche et même pour les pouvoirs publics, pour les politiques de santé publique. Et au niveau politique, nous avons identifié
avons recommandé que la Confédération, le DFAE, soutiennent les efforts de gouvernance qui sont menés à Genève. À Genève, il y a des initiatives comme IDR qui se veut comme une plateforme de gouvernance des technologies liées à l'intelligence artificielle dans le cadre de la santé. Et ici, voilà, nous recommandions simplement que la Confédération mette des moyens financiers additionnels à disposition d'initiatives qui sont en train de se créer à Genève. Il y a des acteurs, notamment dans le paysage des fondations, qui sont aussi très actifs à soutenir ces efforts, mais nous pensons que c'est aussi bien si les pouvoirs publics et la Suisse, dans son intérêt propre, soutiennent financièrement ces efforts qui sont menés à Genève. En termes de... Ah voilà, c'est une... Ouais, il y a aussi en allemand, mais en termes au niveau sociétal, promouvoir les compétences numériques en matière de santé, comme déjà mentionné, mener des campagnes de sensibilisation, réellement pour faire en sorte que on parte un peu du même pied, d'un pied d'égalité en termes de gestion des données de santé, mais ici particulièrement aussi au niveau des professionnels de santé pour ne pas arriver à une situation qu'on a peut-être maintenant avec le patient électronique le dossier du patient électronique, non, dossier électronique du patient, pardon, où on a des professionnels de santé qui vont se mettre à l'utiliser et d'autres peut-être pas, et on a vraiment une sorte de variable, un manque d'équilibre en termes de numérisation du système de santé en Suisse. C'est pour ça que nous pensions que le financement et les campagnes de promotion de compétences numériques seraient importantes. Et aussi une idée qui est déjà testée par des chercheurs. Hein, il y a une communauté qui s'appelle mydata.org qui est une plateforme d'échange de données de santé où les participants, les citoyens peuvent faire don de leurs propres données de santé pour les projets de recherche. Et nous imaginions, c'était plutôt ce n'est pas pour demain, mais des plateformes participatives où les citoyens pourraient contribuer au projet de recherche avec leurs propres données de santé et finalement devenir un peu plus acteurs aussi et contribuer à la recherche en Suisse avec leurs données. Ce qui pourrait aussi rétablir un peu la confiance dans l'utilisation des données. Au niveau du éthico-juridique, adapter la législation sur la protection des données, contribuer à l'élaboration d'un cadre juridique au niveau multilatéral et aussi uniformiser la législation des droits individuels relatifs aux données. Comme vous allez le voir après dans le cadre européen, c'est déjà maintenant, il y a énormément de législation spécialisée, d'actes législatifs qui se complémentent et des fois se chevauchent aussi, et il y a ça peut être problématique dans certains cas de figure de ne pas avoir de clarté et peut-être une certaine uniformisation de la législation. Au niveau financier, comme déjà mentionné, financer les infrastructures de données techniques et promouvoir de manière générale le pôle de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé. Ici, on a déjà fait des progrès. On va le voir en Suisse, il y a réellement des initiatives qui vont dans ce sens. Avec le dossier électronique du patient aussi, il y a des financements publics, mais on voit que c'est pas forcément c'est pas forcément suffisant par rapport aux besoins qui sont là. Voilà, les normes techniques, je peux passer assez rapidement dessus parce que il faut des normes techniques uniformes, c'est évident, et aussi améliorer la sécurité des données de santé. Et quand je parle de normes, d'uniformisation des normes, je parle d'interopérabilité des systèmes et des pratiques de gestion et de récolte des données de santé. Voilà. Donc, maintenant, pour approfondir sur la deuxième partie par rapport à l'écosystème européen des données de santé, c'est le côté un peu plus actuel de la question parce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Peut-être par rapport à, est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet de European Health Data Space? Une personne, voilà. Donc, il y a très peu de couverture médiatique de ce grand projet, mais qui est vraiment un projet. Alors, s'il aboutit tel que voulu par la Commission européenne,
qui est un projet ambitieux et qui pourrait vraiment changer la donne en termes de gestion des données de santé au niveau individuel, mais aussi en matière de recherche. Ici, un extrait d'un fact sheet, d'une feuille d'information de la Commission européenne. Qu'est-ce que veut faire l'Union européenne, en fait? Prendre les données des dossiers électroniques du patient au niveau des États membres de l'Union européenne, également les données de santé qui sont générées par les applications et les outils médicaux, et également les données qui figurent dans les registres de santé qui sont spécialisés sur différentes maladies, par exemple, comme les registres de cancer. Et les mettre à disposition non seulement des individus et des professionnels de santé, mais également les mettre à disposition des pouvoirs publics et aussi de la recherche. Donc, tant recherche à caractère commercial, on va dire, et recherche fondamentale. Voilà, c'est un projet qui est assez ambitieux, mais qui a aussi, qui intéresse aussi les États membres parce qu'il y a des opportunités économiques qui sont liées à ce projet. Donc, d'une part, on peut rendre plus efficace, efficient le système de santé et les systèmes de santé dans les États membres parce que on va pouvoir améliorer la manière dont on gère les soins de santé aussi au niveau transfrontalier. Et de manière générale, rendre plus efficaces les systèmes de santé. Il y a un marché numérique de la santé qui devrait émerger selon la vision de la Commission européenne, notamment aussi pour ce qui est des dossiers électroniques du patient. On envisage un marché unique du dossier électronique du patient à terme. Et voilà, donc, grâce aussi aux apports que ceci aura pour la recherche et l'innovation, on voit aussi des gains de plusieurs milliards en fait, à faire sur les prochaines années. Faut savoir que pour le contexte, ce projet de European Health Data Space est le premier espace de données européen parmi 9 autres. Donc, il y a 9 autres domaines dans lesquels on veut créer ces espaces de données au niveau européen. Et l'utilisation, donc, comme dit, hein, c'est pour d'abord l'usage primaire, c'est-à-dire par les patients et les professionnels de santé. Donc, il y a vraiment deux catégories distinctes d'utilisation et aussi on va dire au niveau réglementaire, il y aura une différenciation entre l'usage primaire et l'usage secondaire des données. Sur l'usage secondaire, ce sera vraiment plus pour la recherche et aussi l'usage commercial. Donc la recherche par tant l'industrie pharmaceutique, par exemple, que par les centres de recherche publics ou semi-privés. Voilà, l'autre aspect, on va dire intéressant ou innovant aussi, c'est la création d'un marché unique pour les dossiers électroniques de patients, avec un système de certification au niveau communautaire, donc au niveau européen qui est prévu. Et l'idée, c'est d'en faire l'espace des données de santé le plus étendu, le plus grand du monde, en fait, au niveau mondial. Et finalement, si on arrive à avoir des normes au niveau européen dans le domaine de la gouvernance des données de santé, on peut être, comme dans d'autres cas de figure, trendsetter, donc on peut à terme, on pourrait exporter même des normes européennes au niveau international et avoir un certain avantage compétitif. C'est toujours l'Union européenne est toujours vue comme, peut être vue comme une force normatrice en fait dans le monde avec ce type de normes qui sont créées. Et si on fait partie de cet espace normatif, on a aussi un avantage sur le plan international. Voilà. Le cadre législatif, comme je l'avais annoncé, il est un peu complexe, c'est-à-dire que maintenant on est en train de négocier le European Health Data Space Act, qui est en cours de négociation, mais qui se chevauche avec d'autres législations qui concernent la gestion des données de manière générale. Il y a aussi la RGPD et des législations sectorielles. Donc, ce n'est pas évident et il y a déjà eu différents acteurs notamment dans le secteur privé aussi, ont déjà avancé qu'il y avait des problèmes avec d'autres types de législation. Donc tout n'est pas encore clair. Hein. C'est une proposition
qui a été publié en mai 2024 par la Commission européenne. Ah non, pardon, mai 2022, oui, voilà. Et l'objectif est de finaliser les négociations d'ici les élections européennes en mai 2024. De ce qu'on a pu entendre de part et d'autre, au niveau des deux co-législateurs qui sont en train de négocier chacun de leur côté avec le Parlement européen et le Conseil des ministres, qui est l'organe représentant les États membres de l'Union européenne. Il y a une dynamique assez positive, donc on est plutôt porteur de ce projet. Il faut savoir que, de manière générale, le Parlement européen est puisque c'est celui qui représente les citoyens aussi, est plus intéressé et plus sensible aux questions de droits donc des citoyens, mais là ici, et des consommateurs, mais ici le droit des patients, et aussi des questions de protection et de sécurité des données, alors que les États membres vont peut-être plus y voir aussi l'aspect potentiel en termes économiques voilà, dans le domaine de la recherche, etc., et davantage compétitif par rapport au reste du monde, en guillemets. Mais on voit aussi qu'il y a quand même des différences en termes d'écosystèmes nationaux au sein de l'Union européenne. Il y a des États qui sont bien plus avancés que d'autres. Le Danemark, la Finlande sont souvent cités comme des très bons élèves. L'Estonie aussi, plutôt pour l'usage primaire des données de santé. Voilà, l'Allemagne, État fédéral, un peu comme en Suisse, aussi un peu plus complexe, et les pays de l'Est qui sont un peu plus en retard. Donc ici, il y aura aussi des fonds d'infrastructure qui sont mis à disposition par la Commission par l'Union européenne, pour faire avancer les efforts d'uniformisation des écosystèmes de données de santé et les efforts de numérisation des systèmes de santé dans les États européens de manière générale. Voilà, donc voilà où on en est. Et ici, peut-être un dernier élément dont je n'ai pas encore parlé. Il y a quand même des voix critiques par rapport aux questions de protection et de sécurité des données. Le European Data Protection Board, qui est une instance on va dire, d'expertise et qui fait des recommandations par rapport à la protection des données sur les propositions législatives au niveau européen, a émis des critiques par rapport au projet actuel quand il s'agit de la protection des données, surtout le fait d'avoir d'intégrer à la fois ce qui est données de santé qui sont enregistrées dans le cadre des soins de santé, mais aussi ceux enregistrés ou utilisés par les prestataires privés d'applications, liés aux applications, etc. Ici, c'est pas encore de ce qu'on a pu entendre, c'est très peu clair comment est-ce qu'on va faire en sorte que la sécurité des données et la protection des données va être garantie avec cette multitude d'acteurs et tous ces différents points de génération de données, on va dire, de développement, d'utilisation des données qui sont concernés par l'écosystème qui veut être créé. Voilà, la question c'est quel potentiel pour l'Union européenne et aussi pour la Suisse, et je vais venir maintenant pour terminer. Je vais venir sur le cas de figure suisse et comment est-ce que la Suisse peut se positionner ou devrait se positionner. Donc c'est vrai que c'est un projet unique au monde qui peut donner un avantage compétitif, surtout pour la recherche, mais aussi pour les prestations de soins et finalement la gestion de la santé des Européens, on va dire. Et là où on voit beaucoup de potentiel, c'est notamment par rapport à la recherche sur les maladies non transmissibles, les maladies chroniques et encore les maladies rares. Ici, c'est ce qu'on a fait entendre, c'est qu'ici, il y a un réel potentiel. Voilà, j'en ai déjà parlé, l'utilisation primaire des données et secondaire. Peut-être préciser que l'utilisation secondaire des données, c'est vraiment sous forme anonymisée et agrégée. Hein. C'est là où se différencient aussi ces deux jeux de données, ou en tout cas ces deux manières d'utiliser les données de santé à terme. Voilà, ni l'industrie pharmaceutique ou d'autres acteurs dans le privé, ni aussi les autorités sanitaires nationales devraient avoir accès aux données de santé personnelles, en pouvant identifier les personnes telles quelles. L'idée, c'est d'anonymiser et d'agréger tout ça. Les points ouverts qui restent à régler, j'en ai mentionné, mais
la qualité des données qui seront enregistrées, qui seront partie de cet écosystème. Il faut d'abord uniformiser les pratiques nationales, former les professionnels de santé, aussi garder ces données à jour pour qu'elles aient une réelle valeur ajoutée et s'assurer qu'elles soient interopérables. Quelques questions qui sont pas encore en tout cas claires pour tous les acteurs qui seraient concernés, c'est pour l'instant, dans la proposition de la Commission européenne, on parle de données de santé qui sont stockées dans les États membres même. Donc ici, par exemple, les grands acteurs en Suisse, voilà, certains acteurs qui sont actifs au niveau transnational, au niveau européen, ça a déjà exclu de facto si la Suisse ne fait pas partie du système. Donc, ici aussi, gros point d'interrogation parce que les données de santé voyagent quand même, surtout si on regarde tout ce qui est données de santé générées dans le cadre privé, sur certaines plateformes numériques, voilà, les acteurs ne sont pas forcément en Europe, voilà, plutôt même parfois aux États-Unis. Donc ici, il y a un point d'interrogation là-dessus. Comment regagner la confiance des citoyens et des citoyennes qui est ébranlée. Enfin, on le voit un peu en Suisse aussi. C'est la grande question. Comment faire en sorte qu'on ait une réelle confiance pour l'utilisation de cet écosystème ensuite pour qu'il puisse être profitable à tout le monde. Et est-ce que les citoyens pourront ne pas participer? On parle toujours de numériser, voilà, mais qu'en est-il des personnes qui ne veulent pas en fait intégrer ce système? C'est important de le thématiser, de le problématiser. Et de ce qu'on a pu comprendre, c'est pas encore clarifié ce point, est-ce qu'il y a une option de opt-out, et quel est le statut pour les États tiers qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et là, je viens à ma dernière partie de la présentation. La Suisse, où est-ce qu'elle se place dans tout ça en fait? Actuellement, elle est considérée comme un État tiers, ce qui peut vouloir dire à terme qu'elle ne fera pas partie de cet écosystème des données de santé européen. Et il y a un risque de perdre en termes de compétitivité, en termes de place de recherche au niveau européen, et aussi pour les patients suisses qui voyagent ou qui s'établissent dans d'autres pays de l'Union, enfin des pays de l'Union européenne. Un risque aussi d'être un peu, voilà, de ne pas pouvoir profiter de cet écosystème des données de santé lorsqu'on va voir un professionnel de santé dans un pays membre de l'Union européenne et qu'on ne peut pas forcément avoir son dossier médical directement accessible. Toutes ces notions aussi pour les citoyens européens qui viennent vivre en Suisse. Voilà, le fait de ne pas être à jour ou en tout cas intégré au niveau européen peut poser des problèmes. Voilà. Des éléments qui sont nécessaires, il faut que l'Union européenne juge le niveau de protection des données en Suisse équivalent à celui qui sera appliqué au niveau de l'Union européenne. Et malheureusement, comme il n'y a pas de base juridique pour la coopération entre la Suisse et l'Union européenne au niveau de la santé actuellement, on est un peu dépendant du bien vouloir des autorités européennes aussi. On se rend dépendant de cette situation actuelle. Il y a on l'a vu avec Horizon Europe, hein, le fait que sur le papier, ce serait totalement logique de pouvoir coopérer et d'être intégré dans le système et aussi en termes de normes appliquées, mais politiquement, il y a des blocages et ça peut être utilisé contre la Suisse. Un accord bilatéral sur la santé, je ne sais pas si vous le saviez, mais est déjà négocié en fait, il est prêt, hein, et il est sur la table, mais il est bloqué. La signature de l'accord bilatéral sur la santé est bloquée parce qu'on n'a pas résolu les questions institutionnelles, donc les questions liées à l'accord institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne, sur la reprise dynamique du droit européen, sur le règlement des litiges, etc. Donc, tous ces éléments qu'on voit souvent dans les médias, c'est très politisé, tout le débat autour de l'accord institutionnel bloque des coopérations sectorielles comme c'est le cas dans le domaine de la santé, domaine où voilà, on aurait intérêt, il y aura un intérêt mutuel à coopérer et à faciliter l'intégration aussi de la Suisse dans les systèmes qui sont en place au niveau européen. Mais malheureusement, on est bloqué. Donc, bon, si vous êtes intéressé par cet aspect-là, on a aussi publié un papier en octobre 2020 aussi, voilà. Et il y a un chapitre sur la santé où c'est précisé un peu quels éléments étaient sont prévus dans l'accord et enfin, ceci pourrait aussi être un élément additionnel à ajouter
une fois que l'espace économique, l'espace européen des données de santé serait créé. Mais malheureusement, on est bloqué à ce niveau-là. Donc, quelle conclusion tirer? C'est plutôt un peu aussi le point de vue personnel, en analysant la situation. Mobiliser les acteurs de la santé en Suisse pour une participation future au système européen et de manière générale pour avancer dans la coopération avec l'Union européenne parce qu'il y a réellement, comment dire, il y a enfin, il y a la qualité de la recherche ou l'accès aux jeux de données européens pour la recherche au niveau de la santé en Suisse est en jeu. Les prestations de services de soins sont aussi en jeu. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que tout citoyen suisse, en tout cas quand ça concerne la santé, aurait intérêt à s'engager pour que la coopération entre la Suisse et l'Union européenne s'améliore. Que les relations s'améliorent pour qu'on puisse coopérer dans les domaines comme celui de la santé et d'éviter un scénario Horizon Europe, comme je l'ai appelé, voilà, qu'on trouve dans le domaine de la recherche de manière plus générale. Ici, peut-être une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe en Suisse. Apprendre les erreurs du passé, ne plus avoir de mes vaccins 2.0, parce que c'est vraiment ce type d'épisode fait qu'au fond que les citoyens et citoyennes n'ont plus confiance et ne veulent plus partager leurs données. Et, ici, des milliers de Suisses ont donné leurs données liées à leurs données de vaccination. La gestion a été mauvaise en termes de sécurité des données et on a détruit les jeux de données. Donc, si on répète ce type d'expérience, c'est très difficile ensuite de construire réellement un écosystème au niveau suisse et peut-être aussi connecté à terme au niveau européen. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Pour le dossier électronique du patient, on a un phénomène de centralisation qui est en cours avec une gestion peut-être un peu plus efficace aussi à terme. Aussi le plan directeur de la Confédération pour la recherche et la technologie biomédicale, qui a été publié en juin 2022, qui prévoit une coopération entre l'OFSP et le CEFRI, le secrétaire d'État à la formation et à l'innovation, pour créer une plateforme nationale de coordination et faciliter l'utilisation des données de santé pour la recherche. Donc, voilà, donc à ce niveau-là, quand je parlais d'initiatives prometteuses, il y a quand même des choses qui se font. On est conscient aussi au niveau de la Confédération. Maintenant, voilà, ta question toujours en Suisse, c'est combien de temps ça va prendre et à quel point est-ce que on garde quand même en tête ce qui se fait au niveau de l'Union européenne pour pas créer un système qui ne serait pas compatible et de devoir le rechanger ensuite de toute manière parce qu'on aurait un intérêt à rejoindre le système européen. Voilà pour ma présentation. J'espère que ça a aidé pour la durée. Si vous avez des questions, très volontiers. Et j'espère que j'ai suscité votre intérêt pour la thématique. Présentation très intéressante. Je crois qu'en tout cas, en termes de constat, il y a certainement des points communs avec les nôtres, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou parmi les personnes qui sont en ligne? On parle beaucoup du cadre légal, ou technique, technologique, pour mettre les choses en commun. C'est bien, on essaie, je pense, il y a des étapes plus ou moins avancées. En Suisse, on démarre un peu à essayer de faire de l'interopérabilité. Mais est-ce qu'il y a déjà des discussions sur c'est quoi qui va circuler dans les tuyaux? Parce que si on regarde le dossier électronique du patient aujourd'hui en Suisse, c'est le gros problème. C'est qu'on est en train de mettre une infrastructure en place qui est de toute manière nécessaire. C'est pas la question d'y aller ou pas, il faut y aller. Mais en fait, on retarde toujours la question de finalement on va partager quoi comme données, c'est quoi qui nous intéresse. Et puis évidemment, c'est extrêmement hétérogène. Alors déjà en Suisse, c'est hétérogène, même au sein du canton de Vaud. Alors en termes européens, entre le sud de l'Italie et le nord de la Finlande sur les prises en charge médicales, etc. Je peux imaginer, je connais rien, mais je peux imaginer qu'on a des approches, des cultures différentes, des manières de faire, des visions différentes. Alors on va pas encore essayer de partager des données, etc. avec la Chine, parce que je pense que ce sera encore complètement plus hétérogène. Mais ça, c'est probablement là qu'il y a le vrai frein. Puis ce frein-là, il va être humain, parce que la standardisation à outrance, peut-être dans 100 ans, on y sera, je ne sais pas, mais enfin, on a l'impression qu'on vit de la mondialisation, mais enfin, c'est vieux comme le monde, la mondialisation, puis on n'est toujours pas standard. Hein, donc,
il y a un peu un mythe de penser que tout le monde va faire la même chose, puis du coup, on pourra collecter les mêmes données selon les mêmes référentiels, les mêmes structures, les mêmes langages, qu'on pourra tous se comprendre, quoi, et les échanger. Et ça, ça risque de faire un frein énorme. Donc, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a aussi des thématiques, ces questions-là, ou pas autrement? Alors, c'est sûr, je pense que c'est le nerf de la guerre à terme parce que là, voilà, les présentations, enfin, la présentation de la commission, c'est le grand projet, l'ambition, etc. Je pense que, oui, c'est les mêmes questions que je me suis posées aussi par rapport vraiment concrètement, le médecin X dans tel pays et le médecin Y, comment on fait en sorte que ces deux aient la même compréhension de la manière dont on doit enregistrer les données. Alors, il y a des programmes d'uniformisation ou en tout cas de mise à niveau au niveau européen qui sont en cours. Hein, et ce que j'ai pu entendre, c'est d'ici 2025, on a les premiers résultats où on pourrait vraiment échanger et lire les données de santé au niveau transfrontalier, au niveau européen. Mais oui, enfin, je pense dans ce type de projet, on n'est certainement pas encore au clair sur peut-être que les ressources nécessaires aussi à ce niveau-là ou le fait qu'il faudrait bien plus investir encore. Ça aussi, même peut-être inclure les principaux concernés dans la discussion sur la manière de faire. Alors bien sûr, ils sont représentés hein, par les associations de médecins, etc. Mais pourquoi pas mener plus de dialogue participatif public, citoyen, pour aussi ouais, peut-être pas louper le coche à ce niveau-là et qu'à terme, on ait un système qui soit en place, mais qu'en fait, c'est au niveau vraiment du collecteur de données, enfin du professionnel de la santé qui n'aurait pas la même compréhension que le régulateur voilà, qui est pas du tout dans la même réalité et que ça, à ce niveau-là, ça coince. Donc, ouais, je suis d'accord avec le commentaire. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, question. Oui. Alors, Monsieur Paul Manuel Marquez Vidal qui demande est-il vraiment une volonté politique à intégrer cet espace européen des données de santé? Ne risque-t-on pas le lancement d'une initiative pour refuser cette adhésion? Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique de créer cet espace au niveau européen? Alors, il y a en tout cas, au niveau des autorités fédérales, on est au courant, on suit quand même le dossier. Hein, et à ce niveau-là, en tout cas, au niveau des professionnels de la santé publique en Suisse, on est plutôt en faveur d'une potentielle adhésion, je dirais, enfin de ce que j'ai pu comprendre. C'est sûr il faut mesurer l'impact que ça pourrait avoir. Alors peut-être par rapport aux soins de santé au niveau transfrontalier, voilà, il y a une telle différence de coût qu'il faut aussi réfléchir par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur nos systèmes de santé et puis les différents prestataires de santé en Suisse. C'est sûr. Je pense que c'est un dialogue à mener de manière transparente et ouverte. Et je pense qu'il y aura différents points de vue. Certainement, peut-être les hôpitaux qui sont plutôt situés proches de la frontière en Suisse, peut-être en région genevoise, valoise, proche du lac de Constance ou au Tessin, auront peut-être pas forcément enfin voilà, au niveau individuel de chaque acteur de la santé, il y a différents intérêts. Hein, donc après, c'est comme toujours, il faudra faire un peu le pour et le contre et mener, on espère, ce débat de manière informée, voilà, avec les pour et les contre pour tous les acteurs concernés. De toute façon, si on veut être réaliste, on n'en est pas là, hein, parce que déjà là, il faut résoudre les questions institutionnelles. On peut espérer que de la part de l'Union européenne, qu'il y a un réel goodwill, une bonne volonté à terme. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il puisse être aussi optimiste que ça. Enfin, comme on l'a vu avec d'autres expériences, la Commission utilise quand même les leviers politiques qui sont à disposition face à la Suisse pour essayer de l'amener à réintégrer le dialogue ou en tout cas à poursuivre le dialogue sur les questions institutionnelles. Mais ouais, donc pour répondre, oui, je pense que ça va être un débat, c'est sûr. Ouais. Stéphanie, je trouve ça juste fascinant parce qu'on voit bien que, comme je comprends, vous êtes au niveau fédéral, confédération, peut-être je sais pas. Et donc, en fait, l'analogie que vous faites au niveau d'un droit européen qui pourrait s'appliquer à tout un tas de pays,
fond, c'est exactement la même réflexion qu'on aimerait tellement ici en Suisse, d'un droit fédéral qui s'appliquerait à chaque canton. Parce que, au fond, même si on avait des magnifiques accords, et même si, en termes de politique extérieure, et moi j'avais lu votre rapport avec beaucoup d'intérêt, et ici, votre travail qui était vraiment super intéressant en Suisse, et chaque fois je me dis, je ne comprends pas pourquoi toujours cette position de la politique extérieure. Puis là, Ah oui, voilà. de parler sur ça, mais au fond, est-ce que, peut-être à l'autre question Non, moi, je suis au Forehouse, hein, donc un think tank, un laboratoire de réflexion qui travaille sur les questions, oui, alors même les questions de politique transnationale, et puis oui, c'est vrai qu'on prend plutôt le point de vue fédéral. Mais quelle traduction ou pédagogie vous pourriez, disons, donner justement au sein de votre esprit de redécliner par en dessous, en fait, dans cette cohésion finalement nationale. Sans ça, on arrivera comme dit Chantal, ça va être super les tuyaux en haut, mais nous, on ne saura toujours pas entre Vaud et Genève si on est capable de collecter la même variable. Et donc là, ça va être un... mais je trouve ça fascinant, quoi. Bon, quel exemple, on peut se dire si on arrive avec 27 États membres qui parlent pas du tout la même langue, bon en Suisse non plus, on ne parle pas forcément la même langue, mais qui ont des systèmes bien différents. Enfin, si à terme ils y arrivent au niveau européen, au niveau des 27, il y a un cadre légal qui peut le faire. C'est vrai. Si on ne l'a pas, il n'y a pas de compétence fédérale là-dessus. Et je pense qu'il y a une dimension d'éducation, enfin de traduction de ces enjeux qui est intéressante. Parce que sans ça, tout ça sera assez vide, je pense. Et peut-être approfondir le dialogue au niveau intercantonal. Enfin, il y a des. Voilà, il y a... De la gouvernance de la santé en Suisse. Exactement, ouais. Ouais, non, je pense. Et peut-être une illustration, parce qu'on est en interne bien au courant de différentes initiatives. Vous avez évoqué SPHN. Ouais. Très concrètement, on y est. On a des projets qui sont financés par SPHN et on voit le grand écart magistral entre la théorie et qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, l'interopérabilité des données hospitalières en Suisse, et la pratique, notre difficulté à faire des actes très simples de transfert de données dans cette contrainte de protection. Comment est-ce qu'on protège les données, comment est-ce qu'on fait sur la traçabilité, qui a accès aux données, comment, qui est autorisé à faire quoi avec les données. Donc, c'est une barrière technique auxquelles on est confronté. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans cette initiative. En théorie, on est tous d'accord. C'est ce qu'on aimerait atteindre, une interopérabilité déjà avec les hôpitaux, les grands hôpitaux de Suisse, hein, ceux qui sont le mieux dotés en termes d'infrastructure IT. Mais dans les faits, Valérie, tu pourras attester, très concrètement, on a des blocages techniques, vraiment au quotidien, ce qui fait que les projets ont pris énormément de retard. Donc, des choses très concrètes, un projet donné, 3 cohortes pour lesquelles on cherche à établir de l'interopérabilité. On a des blocages techniques majeurs qui nous bloquent dans le projet. Donc ça, c'est un projet, un exemple concret pour lequel on est financé, on a un but précis, on sait d'où on part, on sait où on va. Maintenant, quand on veut commencer à prendre de la hauteur, par des données de santé de tous les citoyens au niveau européen, j'imagine les problèmes techniques à tous les niveaux. Et c'est vrai que le défi, il est énorme. Après, évidemment, on veut tous avancer, on veut tous aller. Mais pour moi, là où je ne sais pas quelle est la meilleure façon de débloquer les choses, c'est-à-dire par quoi il faut commencer en fait. Est-ce qu'il faut commencer par un cadre légal? Est-ce qu'il faut commencer par des innovations techniques, par l'éducation, la formation de tout le monde, des citoyens, des professionnels, c'est-à-dire probablement tout en parallèle, certainement, mais c'est un énorme défi. Et c'est vrai que quelle est la façon la plus efficace d'avancer ensemble sans être, comment dire, naïf et en se prémunissant quand même des dangers, parce qu'il y a des personnes qui ont des intentionnalités mauvaises. Et si on a un même ensemble de données accessibles, ben, il y a aussi des gens mal intentionnés qui peuvent avoir accès à ces données. Donc, il y a quand même des dangers. Et on le voit maintenant au niveau mondial avec cette manipulation de certains processus démocratiques grâce à des outils technologiques. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve au niveau de la santé avec ce même genre de danger. Hein. Vous avez évoqué mivaccin.ch, il y a des tas d'institutions de santé dont les données ont été piratées. C'est vrai qu'on se dit, ce système-là,
il faudrait quand même qu'il soit bien protégé, mais néanmoins, le potentiel d'utilité en termes de santé publique est évidemment possible. Il y a pas mal de défis. Ça m'attire à débat. Et moi, j'ai peut-être une question par rapport à, vous avez évoqué votre think tank, mais quelles sont vos sources de financement et quels sont vos potentiels conflits d'intérêts? Alors, pour ce projet, c'était la Fondation Botnar qui est basée à Bâle, hein, qui finançait le projet, qui est très engagée pour les questions de santé numérique, notamment auprès des jeunes, et qui est aussi derrière, qui en tout cas soutient certaines initiatives à Genève qui vont dans ce sens. L'idée de cette fondation, c'est de soutenir l'utilisation des données de santé pour le bien public, versus peut-être tout simplement par certains acteurs qui savent s'y prendre mieux que d'autres pour l'utilisation des données et leur analyse à des fins commerciales également. Après, nous, ce qui est important de dire, c'est qu'on a un think tank indépendant. Tous ces projets, voilà, on a différentes sources de financement, que ce soit les fondations privées, la Confédération, les fonds de la Confédération également, et aussi des individus privés. À tout moment, c'est important pour nous que le résultat du processus de recherche ne doit pas être quitté de base. Donc, on va traiter une thématique ici aussi. On avait des dialogues avec des acteurs de la santé. On essaye de faire vraiment en sorte que tout le monde soit représenté autour de la table, et aussi avec les citoyens. Donc, on avait fait 2 formats, et à chaque fois, c'était voilà, on prend ce qu'on nous donne et après on analyse et on en fait des recommandations scientifiquement fondées, mais on va pas dans un projet en disant ça c'est notre objectif. Si on veut utiliser le mot lobbying ou de soutien d'intérêt de certains groupes, mais nous vraiment on va juste on se voit plus comme une plateforme. Donc à ce niveau-là, les conflits d'intérêts, on s'en prémunit et les publications sont aussi soumises à un processus de relecture interne. On a un review board. Enfin voilà, je dirais pas que c'est comme dans le cadre académique où ça prend forcément un peu plus de temps, mais on a quand même aussi un processus derrière qui garantit une certaine qualité et indépendance de nos recherches. Voilà, je crois qu'on est à l'heure. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et Merci d'avoir invité.